sa mère est l'une des plus grandes et l'une des plus belles en termes de carrière comédienne de l'histoire du cinéma français. Enfin voilà. Et on a encore la chance de l'avoir parmi nous. 88 ans, je crois. 87. 87. Bon, voilà, non, c'est bien. Enfin, donc c'est Micheline Prel. Donc Tony nous en parlera certainement, mais donc dès sa naissance, le monde du cinéma a été probablement un univers naturel et un environnement. En fait, si j'ai baigné dans le cinéma, c'est parce que j'avais une mère cinéphile. Et que plus que qu'actrice, comédienne, elle m'a emmenée au cinéma, elle m'emmenait voir des trucs même interdits, au moins j'étais absolument terrifiée, mais elle m'emmenait partout. Elle est une cinéphage, elle va tout voir, des films d'auteur, des films d'horreur, des films... Et elle m'a emmenée avec elle et elle m'a vraiment communiqué le goût de voir des films, même toute seule, à 2h de l'après-midi dans une salle. Et par ailleurs, elle a quand même trouvé le moyen d'acheter un endroit où habiter qui était collé au studio des Ursulines. Et donc, à partir de l'âge de 7-8 ans, je rentrais de l'école et je rentrais dans le cinéma. Et je voyais des films, je voyais même des films que je ne comprenais pas, des Bergman, des Eisenstein, des choses comme ça. Et j'ai appris, ma chambre donnait sur la cabine du projectionniste et j'apprenais les films par cœur. C'est-à-dire j'apprenais des films russes phonétiquement. C'est-à-dire que voilà. Eisenstein, ils se sont... Oui, enfin, c'est vraiment un truc comme ça qui me laisse des souvenirs beaucoup plus importants que oui, j'ai été sur des plateaux de cinéma, oui, j'ai fait ça, mais c'était pas ça qui me... Tandis que là, maintenant, vous pouvez continuer à nous réciter le 7e saut en version originale. Quasi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alexandre Nievski, je crois que je pourrais encore citer des bouts entiers phonétiques. Ça, c'est formidable. Voilà. Non, alors, les plateaux, c'est juste pittoresque et anecdotique? Non, mais c'est pas ce qui me restait comme... Qu'est-ce qui vous reste ça qui... Je me suis pas dit, en voyant des gens tourner, tiens, j'ai envie de faire du cinéma. Deux grands souvenirs de tournage. Des films, oui. Non, mais pas de films sur des plateaux qui... c'est-à-dire, elle m'a emmenée aux États-Unis où elle a tourné avec Paul Newman et Edward G. Robinson. Je ne sais pas si ça dit, parce que maintenant c'est... Vous les connaissez quand même? Oui, parce qu'on est d'une génération tellement, je me dis... Voilà. Donc effectivement, ça, j'ai un souvenir. J'avais 10 ans, mais j'ai un souvenir d'avoir regardé ça avec des yeux exorbités. Donc voilà, oui, ça c'était bien. Et puis Gabin, sur le plateau en train de jouer, je crois que c'était le Baron de l'Écluse, c'était assez impressionnant. Voilà. Mais pour le reste, ils avaient l'air de rigoler tout le temps, ça n'avait pas l'air d'être vraiment du travail, ça avait l'air... Donc c'était pas cette espèce de chose sacrée que j'espère vous avez, qui est que quand on rentre dans une salle, il y a un truc qui se passe, qui a un rapport avec un film, qui en tout cas pour ce qui me concerne, a non seulement rempli ma vie, mais modifié ma vie. Il y a des films qui modifient mon existence. Voilà. Bien sûr. Et vous êtes resté une grande cinéphile, vous continuez à voir beaucoup de choses. Vu. Ah non, vu. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend, pas à chaque fois, mais assez régulièrement. Certains cinéastes, y compris parmi les mieux reconnus ou ceux qui ont le plus grand succès, reconnaissent qu'il leur a fallu un petit peu de temps pour cesser de se demander « mais pourquoi moi ?» plutôt que les autres. Pourquoi est-ce que moi j'ai le droit de faire des films? Parce que tout le monde en rêve, c'est évident. Vous croyez? Pas tout le monde, mais je sais pas. Il y a beaucoup de monde. Hein. Oui, mais je ne sais pas si on rêve d'être acteur, parce que c'est un truc qui est mais rêver d'être réalisateur, moi ça ne m'est pas venu tout de suite en tout cas. En tout cas, il doit y avoir des bonnes piles de scénarios qui sont déposés au CNC. Ça c'est vrai. Bon, il y avait une question là qui s'esquissait. Formidable. Bonsoir. En fait, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait inspiré pour faire Pas très catholique. J'avais envie de faire... J'ai un lien très, très ancien avec Anémone. On s'est connus quand on avait 16 ans. Et je crois que ça a été, pas sexuel, mais d'une certaine façon, ma première grande histoire d'amour. C'est-à-dire que moi, j'étais extrêmement complexée, extrêmement introvertie. Elle était d'une audace, d'un
d'un culot, elle était brillante, et elle avait quelque chose de passionnant. Et à l'époque, elle avait fait un film avec Garrel, elle avait fait un film avec William Klein, et puis après, elle est passée elle a fait tout le Splendide, elle a changé un peu de... Et au moment où j'écrivais ça, tout d'un coup, j'ai eu envie de faire à la fois un portrait de femme assez singulier, enfin de femme, un portrait. Je ne me suis pas dit, tiens, il faut que ce soit une femme avec des qualités de femme. Ça aurait pu être un homme, Oui, mais c'était quand même anémone un dès personnage l'écriture. très singulier, mais c'était anémone. Et c'était anémone avec, je crois, la possibilité de comédienne que je ne lui voyais plus faire dans les films qu'on lui proposait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire, je trouve, qui a une vraie originalité. Et j'avais envie de travailler avec elle, et j'avais envie de raconter, en fait, l'histoire de quelqu'un qui s'était inventée elle-même, voilà, qui tout d'un coup avait fait des choses... on pourra dire que la morale réprouve ou qu'un certain nombre de gens jugeraient voilà, pas très catholiques, on va dire. C'était un peu ça le sujet. Et en même temps, c'est comme ça qu'elle s'était construite. Elle en avait souffert, etc. Et c'était le cheminement de cette fille-là. Et j'ai pris le biais Voilà, je voulais qu'elle soit pas toujours très bien habillée, qu'elle ait des taches, enfin qu'elle soit un peu bordélique, ce qu'elle est. Hein. Je veux dire, je me suis quand même inspirée pas mal de ce qu'elle était aussi. Et j'avais envie de faire une comédie. Oui, je fais des comédies tristes, quoi. C'est un mélange, ce que vous appelez des comédies dans lesquelles il y a des moments où on est un peu. Il y a une mélancolie, j'espère agréable. Pas plombante, mais j'espère agréable. Voilà. Et j'avais envie de faire ce film-là, qui était un peu. Alors, on l'a fait avec 3 francs 70. Et un opérateur qui a disparu maintenant, qui s'appelait Dominique Chapuis, et qui m'a vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est mon premier film, parce que dans celui qui s'appelait Pentimento, où on avait mis beaucoup de moyens à ma disposition, un opérateur qui était un type qui faisait de la pub, je ne sais pas quoi, et ce type-là, on n'a jamais collaboré, quoi. On n'a jamais... Voilà. Et Chapuis, il m'a permis de m'approprier la caméra, les plans, etc., etc. Et ça change tout, quoi. Ça change tout quand on peut regarder dans la caméra. L'autre, il avait mis les manivelles dès le 2e jour, donc il n'y avait pas de combo à l'époque, donc on ne peut absolument pas voir le plan qu'on fait. Donc c'était une prise de pouvoir et c'était désastreux. Voilà. Et les dialogues, vous les dites à voix haute, les mises en bouche Ouais, je pense que je les... À voix haute, non, mais il y a un rythme intérieur. Oui, quand même. Quand même. Et puis j'essaye d'écrire, même quand c'est des gens qui ont 3 répliques, j'essaye de faire que le type qui vient dire 3 répliques, parce que quand même ça c'est l'enfer pour un acteur, d'arriver sur un plateau, il a 3 répliques à dire et il a sa journée qui est faite, et c'est horrible, quoi. Donc qu'il ait quelque chose à défendre, quoi. Sinon c'est très très dur. Et je voulais ça. Sur le tournage avec les comédiens, vous êtes très très directive ou alors des fois vous les laissez dire leurs idées Les laisser dire leurs idées, bien sûr, mais quand même très directive. Ouais. C'est-à-dire que c'est bizarre. J'essaye de me corriger. Hein. Je deviens moins chiante. Parce que c'est idiot, mais on a du mal à imaginer qu'Anémone fasse exactement ce qu'on lui demande. C'est idiot. Hein. Oui, c'est-à-dire... mais avec Anémone, il m'est arrivé, et c'est la seule fois où ça m'est arrivé, dans le film que vous avez vu, j'avais écrit la scène en pensant vraiment la scène d'une certaine façon. J'ai fait qu'une prise. Hein. Je suis restée... Et c'est la scène où elle se confronte à son fils dans le bar, où elle lui dit « tu fumes », où elle le retrouve vraiment comme ça, face à face. Et je l'ai trouvée, mais... je trouve qu'elle est tellement extraordinaire. C'était tellement pas... j'ai été... c'est rare que ça arrive, quoi. Toute la scène, je me suis dit, bon, ben voilà, je l'ai. Vérifier s'il n'y a pas un poil, s'il n'y a pas... Alors, on en a fait une deuxième, parce que sinon les labos sont... Voilà, mais qui évidemment n'était pas celle-là, quoi. Il n'y avait pas de poil, il n'y avait pas de problème, donc on l'a gardé.
Et voilà. Mais sinon, c'est difficile parce qu'à la fois, il faut tenir à ce qu'on veut et en même temps, moi, je sens bien que de temps en temps, je sais tellement ce que je veux que je donne trop d'informations. Je sens de temps en temps que je les gave d'informations et que c'est pas bon. Enfin, on peut laisser de l'air, quoi. Donc j'essaye de faire attention à ça. Une question sur la musique. Oui, plutôt sur le financement. Comment vous avez trouvé les financements pour votre deuxième film? Qui est-ce qui parle? Pourquoi sur la musique? C'est moi, en fait. Ah, c'est vous. Voilà, C'est le financement de la musique? Non, le financement du deuxième film, en fait. Oui. Le financement du deuxième film, eh ben, avec difficulté. C'était en 93. J'ai changé de producteur. Je suis allée avec un jeune producteur à l'époque qui s'appelait Michel Proper. Et puis, on a ramassé peu d'argent, quoi. Je crois qu'on avait, oui, je sais pas, quelque chose comme 12 ou 15 millions de francs à l'époque, ce qui n'était pas... Et est-ce que les acteurs ont aidé à crédibiliser le financement ou vous aviez déjà le casting? Ben, dans le film, celui-là que vous avez vu, il y a essentiellement Anémone, il y a ma mère qui fait un petit truc, mais enfin, il y a très peu de gens connus. Moi, je tenais beaucoup à voir Michel Roux, qui était un acteur de théâtre de boulevard. Oui, c'est pas courant au cinéma. Et qui a toujours représenté pour moi une espèce de personnage un peu ambigu, comme ça, donc qui était marié, mais on sentait qu'il était probablement homosexuel, enfin machin. Voilà, donc c'était peanuts pour le cinéma. Il est mort depuis. Il est mort il y a très peu de temps, ouais. Très peu de temps. Et je trouve qu'il est formidable dans le film. Denis Podalides, personne ne le connaissait, parce que c'était quasiment son premier film. Il n'y avait pas encore eu Versailles Rive Gauche à l'époque. Non, c'est après. Ouais, donc effectivement, oui. Et donc, Anémone était à la fois connue et en perte, un petit peu en perte de vitesse. Mais c'est comme Vénus Beauté, hein, je veux dire, personne ne voulait de Nathalie Baye. On a mis 4 ans à monter le film, tout le monde disait, mais elle est finie, j'ai entendu des trucs. Mais... Donc, vous l'avez aidé à retrouver un réciproquement, second parce qu'elle ne m'a souffle. jamais lâché non plus. Hein. Ouais. Je veux dire, elle m'a toujours, quand on met 4 ans à réunir les fonds et tout ça. Et Grégoire Collin, c'est vous qui l'aviez trouvé, ouais, hein, c'est son premier film. Enfin, il avait fait une toute petite participation dans un film qui s'appelait, je crois, Ça roule, ou est-ce que je sais pas quoi, j'ai oublié le nom du... Et c'est après qu'il est parti tourner cette super production en Macédoine, Before the Rain. Ah, c'est possible. C'est possible. En tout cas, c'était on a l'impression qu'il a pris une ampleur. C'était son premier film, ouais. Donc finalement, c'est en ayant convaincu un jeune producteur. Ouais. Et diriger sa mère, c'est marrant? Ouais, c'est-à-dire que il y a forcément un... C'est-à-dire qu'elle arrive déjà, les rapports avec ma mère sont relativement vifs, on va dire, mais ça m'a, sur certains rôles, aussi bien dans Pas très catholique que dans Vénus Beauté avec Emmanuel Riva, j'ai pris un pied, mais elles étaient absolument formidables, quoi. Ma mère, elle a une curiosité d'actrice c'est une jeune fille, quoi. C'est quelqu'un qui arrive absolument sur les tournages. Elle fait encore des courts-métrages avec des jeunes gens, absolument n'importe quoi, comme elle veut, etc. Elle a intact le désir, l'envie, le ci, le ça, de toujours. Donc, ça fait beaucoup, quoi, pour... il est vrai aussi que c'est une gamine à côté de Paulette Dubos, Daniel Darieux et d'autres. Vieille, voilà. Mais elle a ce goût-là, quoi. Donc ça c'est très... C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. À vous. Alors moi, je n'ai pas vu le film porno vu par les femmes. C'est quand même assez original. Bah, à part Catherine Breillat, d'autres femmes. ouais. Bien sûr. Alors, là, il y a eu 2 séries, si je ne m'abuse. Ouais. Et là, c'est la première. Non, moi j'ai fait partie de la deuxième. Deuxième. La première, je ne pouvais pas. Parce que je me souviens qu'il y avait Mélanie Laurent, Lola Doyon. Dans la première, il y avait Mélanie Laurent, Laetitia Masson, Lola Doyon, Elena Noguera, Caroline Loeb.
Ariel Dombal, vous l'avez vu? Oui, un incunable. Et, ah d'accord. Voilà, je crois que c'est bon. Et dans la deuxième bordée, on était Biancali, Zoé Casavetes. Bon. Alors, donc, quel est le point commun de toutes ces femmes? Alors, qui le sont point donc commun femmes de toutes ces femmes est d'abord la productrice qui est... Moi, je suis arrivée là-dedans parce que c'est une de mes meilleures amies qui s'appelle Sophie Bramley, qui est une fille qui a travaillé beaucoup dans la musique, qui a été la première importatrice de rap américain avant même que ça démarre en France, etc. etc. et qui a monté un site qui s'appelle Second Sex, qui est un site érotique et pornographique dédié aux femmes. Et qui, après avoir constaté que la majorité des films pornographiques qui passaient à la télé étaient quand même des trucs... On est à l'ouest, là, je veux dire, tellement c'est des plans quasi gynécologiques. Enfin, il y a eu une période où le porno était à peu près aussi vaguement excitant romancé. qu'une opération à cœur ouvert, quoi. Mais c'est immonde, c'est-à-dire c'est des plans d'orifices, c'est un truc, en plus ils ont tous des boutons sur les fesses, enfin il n'y a même pas un souci d'esthétique minimal, et évidemment, dans tous ces pornos-là, les filles se font éjaculer sur la figure, prennent des coups sur les fesses, se font plier dans tous les sens, etc. Et force est de constater qu'on pouvait voir les choses autrement. Donc, sans pour autant dire, voilà, on peut faire et des films érotiques. Quelle est la différence entre un film érotique et un film porno? C'est que dans un film érotique, c'est de susciter du désir chez les gens qui le regardent. Et dans les pornos qu'on nous a demandé pour cette série-là, il fallait faire une série de plans explicites, comme ils avaient dit poliment, c'est-à-dire dans lequel il devait y avoir on pouvait choisir, mais une pénétration, une fellation, quelque chose qui fasse qu'on voit, en tout cas, de la sexualité en activité. Pouvait-on le faire plus gracieusement que tout ce qui était montré, et surtout en mettant les femmes dans une situation où elles soient, je veux dire, voilà, où ça ne soit pas un... Pas des poupées gonflables, quoi. Mais c'est même pas des trucs de poupées gonflables, c'est que c'est extrêmement répétitif, extrêmement ennuyeux, extrêmement... Enfin, je ne sais pas si personne ne va se découvrir en disant qu'il regarde des films porno ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très... c'est d'abord excessivement répétitif. Ce qui a changé beaucoup, c'est que maintenant... Avant, il y avait l'idée de faire rencontrer un homme et une femme, et puis il y avait un jeu érotique qui était plus ou moins pornographique, mais enfin, il y avait une relation qui se nouait. Maintenant, il y a une fille qui parle à la caméra, qui est donc, la caméra étant celui qu'elle veut exciter, et puis vraiment, quand soi-disant elle est censée, etc., il y a une espèce de dos qui prend la place de la caméra pour venir faire ce qu'il a à faire, parce que le mec ne peut pas lâcher la caméra. Mais je veux dire, il n'a même pas d'existence, c'est une moitié de corps, c'est un truc comme ça, donc c'est vraiment... Et donc, c'était SOS Désir, il fallait réintroduire du désir. Est-ce qu'on peut faire des films qui soient un peu artistiques en ayant toutes ces contraintes-là et en essayant de faire des films qui puissent un peu donner du désir? Alors, par exemple, Laetitia Masson, elle a fait un truc très différent. Elle a dit cette histoire, c'est une fausse bonne idée, mais ça m'intéresse. Et donc, elle a fait un film qui s'appelle Enculé, et qui est l'histoire d'une fille qui travaille, qui est caissière, qui ne gagne pas assez d'argent, et qui, tout d'un coup, se dit si je faisais un peu plus d'argent, j'ai une copine qui fait un peu des passes, etc. Et elle se fait raconter pendant très, très longtemps, mais alors, qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? On ne voit rien. Il n'y a aucun plan. Elle n'a pas du tout joué le jeu d'eux. Oui. Mais... Mireille Darc le faisait dans Week-end de Godard il y a 40 ans. C'est vachement intéressant. De raconter de façon crue, c'est pas... Enfin, oui, c'est bien, mais c'est pas... Bon. Eh bien, merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous d'avoir tenu bon.